Quand j'ai lu cet article où un enfant dit à son docteur « Le vélo, c'est ma Ritaline », j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est moi, c'est tellement de gens, d'amis, des millions de personnes dans le monde. » Mike Signyard, fondateur de Specialized, l'homme qui, en 1974, a vendu son van Volkswagen pour acheter des composants de vélo en Italie et qui, 50 ans plus tard, dirige l'une des marques les plus emblématiques de l'industrie du vélo. Et je dirais que ça me stimule. Ça stimule mon esprit. Quand je l'ai rencontré au siège de Specialized à Morgan Hill, en Californie, dans la salle dédiée à Peter Sagan, j'ai découvert un homme de 77 ans qui peut encore aller rouler 10 heures d'affilée et qui refuse de prendre sa retraite. Oui, je plaisante souvent. Je dis, je vais prendre ma retraite. Et puis je dis, je reviens juste mettre des nouveaux pneus aujourd'hui. Mais au-delà de l'humour, Mike Signyard m'a touché profondément parce qu'on partage quelque chose, à savoir le TDAH. Et sa fondation Outride utilise la science pour prouver que le vélo guérit 50 000 enfants par an qui passent par ce programme. Absolument, parce que ça allume littéralement le cerveau. Par exemple, quand tu te sens déprimé, ton cerveau a une certaine apparence. Et si tu médites, si tu es amoureux ou si tu fais quelque chose de magnifique ou si tu roules à vélo, le cerveau s'illumine. Donc quand le cerveau s'illumine, ça change clairement ta vie. Dans cet épisode, on a parlé de tout. Du Stumpjumper qui est né de son intuition pure, de Robert Egger, le génial designer qui lui arrive et qui lui dit que ses sacoches sont toutes pourries, de la concurrence chinoise, du gravel, de l'IA, de Peter Sagan. Il a dit « Oh, c'est de la merde. C'est pas bon du tout. » Et j'ai dit « Quoi ? Tu sais, en général, les gens essaient d'être diplomates. » Il a dit « C'est pas bon. Je peux faire mieux. » Et cet épisode, c'est probablement le plus personnel et le plus touchant que j'ai enregistré dans En roue libre. Petite précision avant de commencer, cet épisode a été enregistré en anglais avec Mike. Je l'ai doublé en français pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. C'est un énorme travail et un vrai investissement, mais je pense que ces conversations méritent d'être entendues bien au-delà de ceux qui sont à l'aise en anglais. Si vous préférez la version originale, vous pouvez la retrouver en intégralité sur YouTube et sur les plateformes audio. Je vous mets les liens dans la description. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Mike Signyard. Mike, est-ce que tu crois que les vélos ont le pouvoir de changer la vie des gens et finalement de changer le monde? Oui, je le crois vraiment. J'ai pu le constater par ma propre expérience et en voyant celle de milliers de personnes que les vélos changent les vies, c'est sûr. Et je dirais que ça se fait de beaucoup de façons différentes. Rouler à vélo te met en contact direct avec le monde, parce que tu y es vraiment. Et ce qui le prouve vraiment, c'est la recherche qu'on a fait avec Outride, Stanford et d'autres endroits, en mettant des capteurs dans les casques. Ça change vraiment la vie? Absolument, parce que ça allume littéralement le cerveau. Par exemple, quand tu te sens déprimé, ton cerveau a une certaine apparence. Et si tu médites, si tu es amoureux ou si tu fais quelque chose de magnifique ou si tu roules à vélo, le cerveau s'illumine. Donc quand le cerveau s'illumine, ça change clairement ta vie. Et ce n'est pas juste quand tu le fais. Il y a aussi un effet de longue durée. C'est vraiment puissant. C'est pour ça qu'on a lancé Outride, pour vraiment aider les jeunes. J'ai lu sur ce sujet il y a 14 ans déjà, et moi j'ai le TDAH, bien qu'on ne l'ait jamais diagnostiqué quand j'étais enfant. Je me disais juste que je ne dois pas être très intelligent, je ne suis pas très coopératif, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais quand j'ai lu cet article où un enfant dit à son docteur « Le vélo, c'est ma Ritaline »,
J'ai dit, oh mon Dieu, c'est moi. C'est tellement de gens, d'amis, des millions de personnes dans le monde. J'ai appelé le docteur. Je lui ai demandé pourquoi on ne parle plus de cette histoire. Il m'a dit, il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique pour la soutenir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il a dit, on pourrait faire une étude. J'ai dit, on va la financer. Et naïvement, je me suis dit, une fois que c'est publié, tout le monde va dire, wow, c'est intéressant à savoir. Maintenant, c'est connu. Ça a été 14 ans de travail pour que ce projet se concrétise. Avec plein de recherches des hôpitaux et des universités, mais surtout la recherche menée avec les enfants eux-mêmes. On a 50 000 enfants qui passent par le programme chaque année. C'est super. Et ce que les enfants disent, c'est comment ça les fait se sentir et comment ça change leur vie. Leurs résultats scolaires s'améliorent, ils sont plus coopératifs, ils se sentent mieux dans leur peau, et les profs et les parents le confirment. On a donc un ensemble de données et de recherches. Donc, tout ça pour dire que le vélo a transformé ma vie. Absolument. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes vieillissants qui ont des problèmes circulatoires, pour éviter la démence. Et c'est intéressant parce que, personnellement, donc j'ai le TDAH, je viens d'être diagnostiqué il y a quelques mois, et la Ritaline a changé ma vie pour le meilleur. J'imagine pas combien de vies tu pourrais être transformé avec cette recherche et ce programme. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait rendre ça plus visible et impliquer plus de gens? C'est ce à quoi on pense tous les jours. Comment diffuser l'information? Et franchement, ce n'est pas vraiment lié à Specialized. Ce n'est pas lié à l'industrie du vélo. L'idée, c'est juste de se soigner grâce au vélo. Tous les sports sont bons, mais il y a quelque chose de très spécial avec le vélo. L'équilibre, la sensation et ce mouvement au pédalage qui crée vraiment un effet très puissant. Alors, avec tout mon respect, tu es quand même un peu plus âgé que moi, un tout petit peu. Est-ce que c'est pour cette raison que tu restes impliqué dans Specialized et également dans le monde du vélo? Parce que ça te stimule et que ça t'aide à rester actif? Oui. Je vais bientôt avoir 77 ans. Et même si je n'étais pas impliqué dans les affaires de Specialized, je serais quand même dans le vélo. Probablement encore plus à rouler et à en profiter. Et je dirais que ça me stimule. Ça stimule mon esprit. J'ai fait plein de choses. Une rando à Gravel depuis le Canada jusqu'ici, d'Amsterdam jusqu'à Barcelone, face au Mistral. Ouais, je sais. Mais, oui, ça a vraiment été merveilleux pour moi, personnellement, et je le vois pour les autres aussi. Est-ce que tu penses à la retraite? Enfin, est-ce que c'est une vraie question pour toi? Oui, je plaisante souvent. Je dis, je vais prendre ma retraite. Et puis je dis, je reviens juste mettre des nouveaux pneus aujourd'hui. Je ne veux pas bloquer les choses, mais j'aime les faire avancer. Et je pense qu'il y a des choses que je peux apporter
de l'expérience et de l'aide pour les autres, et clairement avec la fondation. Et c'est drôle à dire, mais je ne me sens pas vieux. Non, je ne me sens pas vieux. Je n'ai jamais été aussi rapide à vélo. Mais j'ai toujours pu rouler longtemps. 6 heures, 8 heures, 10 heures d'affilée. J'adore. Hier, j'ai passé une journée incroyable avec Robert Egger. Oui, Il m'a dit qu'il avait 12 ans dans sa tête. Toi, Oui. quel âge t'as mentalement? peut-être 32. 32 ans. Pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi de trouver ton successeur à la tête de Specialized? Oui, je pense. C'est toujours difficile pour nous de trouver des gens, les bonnes personnes pour venir travailler chez Specialized, tu vois. Un dirigeant comme Hervé en France, où on a un bon patron maintenant. Mais trouver ces gens, c'est jamais facile. Pourquoi? Parce que c'est une question d'alignement culturel. L'alignement culturel. Il y a l'art de ce qu'on fait, mais aussi la science et la compréhension des pratiquants. Et si t'aimes pas ça, c'est du boulot. Beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais t'as quand même réussi à créer une marque qui a une âme, comme, à mon avis, très peu de marques en ont une aujourd'hui. Et ça, tout en restant une multinationale. Et ça, je pense que c'est très unique dans l'industrie du vélo. Et il me semblait que ça suffisait pour motiver les gens à vouloir travailler chez Specialized. Oui, pour certains. Il faut juste filtrer pour trouver les bons. Et comment t'as fait ça? Parce qu'une boîte qui est vieille de plus de 50 ans maintenant, on a vu plein d'autres boîtes comme ça, mais elles n'ont pas la même âme. Specialized, ça veut dire quelque chose pour les gens. Que ce soit juste le logo S ou le marquage S-Works, les gens vendraient pratiquement un rein pour un S-Works, par exemple. Et ça, c'est juste parce qu'ils aiment la marque et que ça signifie quelque chose pour eux. Comment tu as fait ça? Est-ce que c'était conscient ou est-ce que ça s'est juste fait avec le temps? Je dirais que c'est avec le temps. Et la culture, c'est vraiment les gens. C'est les gens qu'on a ici, dans notre équipe, et en France ou partout. C'est toujours les gens. On peut écrire comment on fait les choses ici à Morgan Hill, mais on ne peut pas écrire tout. On ne peut pas tout écrire. Les gens doivent le sentir de l'intérieur. Je pense aussi que quand on a les bonnes personnes, on crée de bons produits, enfin d'excellents produits. Et par exemple, Robert Egger, je pense qu'il a eu un énorme impact sur les produits. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de son impact? Oui, Robert et d'autres gens ont eu un gros impact. Parfois, on rencontre juste ces gens. J'étais dans un shop de vélo. Ça doit faire 35 ans ou quelque chose comme ça. Je présentais les produits au shop. Et Robert était là. Il a dit « Oh, c'est de la merde. C'est pas bon du tout. » Et j'ai dit « Quoi? Tu sais, en général, les gens essaient d'être diplomates. » Il a dit « C'est pas bon. Je peux faire mieux. » C'était des sacoches pour vélo. Je dis « Bien, si tu peux faire mieux, fais-le. » Tu me fais un prototype de sacoche,
on se revoit lundi, et si c'est bon, je te la paie, et si c'est pas bon, je ne te paierai pas. Alors il a fait les sacoches, il a tout cousu lui-même, et j'ai dit, waouh, c'est bon. Donc j'ai commencé avec lui. Et si on revient à tes premiers produits, par exemple le Stumpjumper, qui a eu un impact énorme sur le sport et sur la culture du vélo lui-même. Qu'est-ce qui t'a, à l'époque, fait penser que ça serait un gros truc ou même que ça pouvait seulement marcher? Eh bien, une raison pour laquelle je pensais que ça pourrait marcher, c'est parce que j'aimais vraiment ça. Je n'ai pas vraiment fait de recherche. J'aimais ça, et quelques amis m'ont dit que c'était super. J'étais sûr que c'était la bonne direction. Je ne savais pas quel impact ça aurait, mais j'avais le feeling que ça serait génial. C'était mon intuition. Et souvent, on fonctionne comme ça. On est des riders et on se demande ce qu'on veut créer. On veut créer le produit qu'on veut. Et heureusement, on a plein de jeunes ici qui pensent pareil. C'est pas juste mon filtre parce que je suis plus impliqué que ça, mais impliqué globalement. Parfois je dis, tu penses que c'est assez bon? Et pourquoi tu penses que c'est bon? Et si c'est un vélo de route, je demande, qu'est-ce que les coureurs disent? Qu'est-ce que nos coureurs en disent? Parce que c'est le coureur qui décide. Pas moi, le coureur. Et alors aujourd'hui, il y a ce S-Works de route, de Peter Sagan en arrière-plan. La route est devenue une énorme partie du business chez Specialized. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, on va dire, venant d'un background VTT? C'est un truc intéressant. Certains pensent que Specialized, c'est VTT. Mais en vrai, on vient de la route. Au début, on avait des vélos de route et aussi des randonneuses. J'ai toujours été fasciné par la randonneuse française. La romance de la randonneuse française et les gens comme Alex Singer et tous ces gens, ils ont vraiment fait quelque chose qui est une référence. C'est la référence. Je voulais faire des randonneuses comme ça, ou même essayer de faire plus que ce qu'ils faisaient. On a donc eu des randonneuses, puis les vélos de route, bien avant les VTT. Le VTT n'existait même pas d'ailleurs. Parlons d'un autre sujet, qui est la situation de l'industrie du vélo en ce moment. J'aimerais avoir ton avis, par exemple, sur la montée en puissance des marques chinoises qui concurrencent Specialized, avec des produits qui ressemblent aux vôtres, parfois avec de très beaux composants, qui sont d'ailleurs parfois identiques, mais à moitié prix. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, il n'y a rien de nouveau. Quand on a commencé à faire des produits, on les faisait en Europe surtout. Et puis à un moment, c'était le Japon qui faisait pareil à moins cher, puis Taïwan et maintenant la Chine. Et je pense qu'après, ça sera peut-être l'Inde. C'est sans fin. Et d'un autre côté, on doit s'assurer qu'on offre vraiment de la valeur aux pratiquants. C'est quoi notre valeur? Quelle est vraiment notre plus-value? Et on doit continuer à s'améliorer sur ce plan. Et donc, selon toi, quelle est la valeur d'une marque comme Specialized? Quand par exemple tu as deux vélos devant toi, un Specialized et un chinois, à prix égal,
C'est quoi la valeur de Specialized selon toi? Eh bien, je pense que la valeur de Specialized, c'est tout l'ensemble, la globalité. C'est pas juste de s'appuyer sur notre histoire, c'est juste une partie de la valeur. Et puis il y a aussi le savoir-faire qui rentre en compte. Et comment tout ça fonctionne. C'est pas juste à l'achat, mais c'est aussi après 1 an, 2, 3, 4, 5 ans après. Qu'est-ce que ça représente? Et pour nous, c'est aussi le support continu et le service qu'on offre grâce à nos revendeurs. Ça, c'est très important aussi. Et on cherche toujours des solutions pour s'améliorer. Disons que je suis client, je suis dans un magasin et je vois 9 000 € pour un vélo en marque chinoise versus Specialized. Qu'est-ce que tu me dirais si j'étais dans le magasin avec ces deux vélos en face de moi, même prix, bon, peut-être différent en termes de montage, ou alors même montage mais prix différent? Qu'est-ce que tu me dirais? Eh bien, je te dirais, d'abord le mieux, c'est d'essayer les deux, de rouler avec et voir comment tu te sens sur les deux. C'est un élément très important et ça va te montrer que ce n'est pas juste l'achat initial du vélo, c'est le support continu qu'on va te donner. On offre une garantie à vie, si tu as le moindre problème, on s'en occupe. Et puis il y a la revente du vélo. C'est comme si tu regardais une Porsche et que tu regardes une autre voiture qui lui ressemble, et peut-être que l'accélération est pareille, ou plus. C'est un peu la même chose. Mais on ne doit pas l'ignorer pour autant. On doit, comme on dit chez Specialized, innover ou mourir. Est-ce que tu penses que l'industrie devrait s'inquiéter, par exemple les revendeurs, les marques? Qu'est-ce qu'on peut dire aux revendeurs, par exemple, et aux marques occidentales, quand ils voient ça, et qu'ils s'inquiètent, par exemple, pour leur business, ou voire même leur travail? Comme je dis, ça n'a rien d'inédit. Cette situation n'a rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça, et avec différents pays. Et je dirais, on doit continuer à faire du meilleur boulot tout le temps. Et il y aura toujours d'autres produits, comme n'importe quoi au monde, que ce soit des chaussures ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des produits ressemblants, mais moins chers. C'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. C'est dans la continuité. Il ne faut pas ignorer ce qui se passe, mais la vraie question, c'est comment on continue à s'améliorer. Et je crois que l'âme de la marque et aussi l'esprit de la marque, c'est vraiment ça qui va prévaloir quand les gens auront à faire un choix. En partie, oui. En partie. On ne veut pas être arrogant et dire qu'on compte juste là-dessus. C'est une partie de la confiance et la relation, mais ce n'est pas tout. Si on parle un peu des e-bikes, par exemple, on voit là ici aussi la montée en puissance des marques chinoises, comme Avinox, de DJI, par exemple, qui équipe, je crois, à peu près 60 nouvelles marques cette année. Il y a un impact énorme et une grosse ruée vers Avinox.
Donc, plusieurs questions. La puissance, la limitation de la puissance, le contrôle, mais également la dépendance des marques à un seul fournisseur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Encore une fois, ça n'a rien d'inédit. Dans le passé, tout le monde était sur Shimano. Et puis maintenant, SRAM est de la partie aussi. Ça s'est divisé. Et avant, c'était Bosch. Oui, et puis Bosch. Et puis Shimano est arrivé, mais Bosch faisait aussi du boulot correct. Et maintenant, il y a d'autres acteurs. C'est toujours un changement et un ajustement. Et puis, est-ce qu'un autre arrive? Toujours. Tu vois quelqu'un d'autre arriver? Parce que j'ai l'impression que Shimano, là, est très loin derrière sur ce sujet. Je crois savoir que Bosch travaille sur quelque chose, mais Avinox semble être très en avance, loin devant, en menant la compétition. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre va les concurrencer bientôt? Je ne le vois pas maintenant. Mais il y a des années, il y avait Suntour et Shimano. Et Shimano est devenu super fort et on disait, tu penses que quelqu'un va concurrencer Shimano? Longtemps après, on disait, non, mais ça arrivera. Les choses évoluent toujours. Et au niveau des composants, par exemple, parce qu'aujourd'hui on a donc Shimano et SRAM, c'est les deux principaux. Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose qu'on n'ait que deux gros acteurs, ou est-ce que tu crois qu'on devrait en avoir plus? Je pense que pour le pratiquant et le revendeur, plus d'options, c'est toujours mieux. J'aime bien Shimano et SRAM, mais il y a toujours des opportunités pour plus. C'est comme on dit, c'est le pratiquant qui décide. À ton avis, si on essaye de se projeter un peu, quel est l'avenir du vélo? Si on commence par exemple par les e-bikes, où est-ce que tu penses que ça va? Je pense qu'on voit déjà beaucoup de choses arriver. Ce que j'aimais du VTT, c'est que le marché des vélos de route et vélos de ville était d'une certaine taille. Et puis le VTT est arrivé, et ça a vraiment explosé. Il a permis à des jeunes et des moins jeunes de pratiquer. Et je vois pareil avec les e-bikes. Les gens disent « Ah, maintenant je peux vraiment l'utiliser pour aller quelque part. Je peux avoir l'effort que je veux, je baisse juste l'assistance. » Je pense que c'est l'avenir qui devient de plus en plus excitant. Et plus inclusif peut-être? Probablement. Plus inclusif. Et je pense que c'est toujours assez excitant. Les gens disent « Tu fais pas d'effort. » Eh bien, tu as l'effort que tu veux, non? Et ça attire plus de gens. Je pense que c'est incroyable. Et je pense qu'à l'avenir, les vélos vont s'améliorer de plus en plus. Plus confortables, plus sûrs à rouler. Et j'ai toujours pensé que le vélo remplacerait la voiture. J'ai passé des années sans voiture parce que je n'en avais pas les moyens. J'ai vendu mon van Volkswagen et je dirais que c'était les meilleurs moments de ma vie à rouler partout. Peu importe où j'allais, l'hiver, le froid, la pluie, tout. Et pendant ce temps, je n'ai jamais été malade. Ouais, pendant quelques années, parce que j'étais dehors à rouler. Et ça a renforcé ton système immunitaire. Ouais, complètement. Tu penses que les e-bikes sont bons pour tout le monde? Par exemple, les enfants, tu penses qu'ils devraient rouler en e-bike? Ça dépend.
Parfois, je pense que c'est bien pour les enfants dans certains cas. Avec ça, ils peuvent suivre leurs parents, même en VTT. J'ai vu de jeunes gamins sur des e-bikes qui suivaient leurs parents sur vélo musculaire ou électrique. Je pense que c'est un égaliseur, c'est-à-dire tout le monde ensemble. Alors qu'avant, les forts montaient vite, ils attendaient les moins rapides en haut. Mais oui, je pense que même pour les enfants, c'est super. Et ils peuvent décider. Je ne pense pas qu'on a un problème avec les nouveaux pratiquants qui veulent être performants, surtout en Europe. On voit ça. Et en France, avec ce jeune coureur, Paul Sexas, ouais. Paul. Oh mon Dieu, c'est un phénomène. Je suis content pour lui. Je suis content pour la France. Je suis content pour le monde. Oui, incroyable. Ouais, c'est excitant, ouais. C'est excitant. C'est un mec humble et calme, presque un peu timide, ce qui le rend encore plus attachant. J'aime ça. Tu le recruterais? Non. Ben, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais j'adore quand il y a une star dans ce milieu. Même dans le passé, il y avait Lance Armstrong. Super. Ou peu importe qui. Et on a eu de grands coureurs au fil des années. Comme Sagan. Une énergie incroyable. Julien Alaphilippe. Je crois aussi qu'on aime tous les belles histoires, comme Wout van Aert, à Roubaix par exemple. Ouais. Quelle histoire. Quelle histoire. J'étais tellement content pour lui. Il ne roule pas pour nous, mais j'ai dit fabuleux. Ouais. Je pense que tout le monde est content pour lui maintenant. Oui. Oui. Et finalement, Pogačar est une superstar. Et Van der Poel, peut-être que s'il avait pu poursuivre sa course, ça aurait été différent parce que je pense qu'il était le plus fort ce jour-là. Ouais, problème technique. Mais c'est la course. Mais j'aime ça, j'adore ça. Et je vais dire que j'aime les courses féminines, au moins autant ou plus. Qu'est-ce que t'aimes dans les courses féminines d'ailleurs? Je suis fasciné par les femmes qui courent parce qu'elles sont toujours à fond. Parfois chez les hommes, c'est comme ce gars est fort, donc on ne va pas le challenger, et genre il y a un accord sur comment ça va se passer. Pas de triche, mais genre on a un accord. Mais les femmes, elles y vont à fond, totalement à fond. Et oui, j'adore ça. Tu suis tous les coureurs, toutes les disciplines que tu sponsorises? Oui. Qu'est-ce qui t'excite dans la compétition? Pour moi, ce que j'aime voir, c'est certains coureurs avec qui on travaille de manière très proche et approfondie en VTT et en vélo de route. Et on sait ce qu'ils veulent atteindre. Même avec l'étude posturale Body Geometry, la soufflerie, tous les détails, les pneus et chaque détail. Et puis les voir réussir en compétition, tu te sens comme un parent. On a fait tant de choses. Comment ça va se passer? Et j'aime quand on fait tellement bien notre travail et que l'athlète sent qu'il a les meilleurs réglages, le meilleur fitting, la meilleure aérodynamique, les chaussures, le vélo et tout. Ça disparaît et il peut juste accomplir ce qu'il a à accomplir. Quel genre d'énergie ça te donne de voir un Loïc Bruni qui gagne, ou Christopher Blevins, ou quelqu'un d'autre qui gagne? Comment tu te sens?
incroyablement bien. Et en regardant la télé, je crie à la télé, même s'il n'y a personne autour. Et à la fin, j'ai plus de voix, je suis rincé. Je suis à fond dedans, totalement à fond dedans. Comme si c'était mon propre enfant qui courait. J'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup. Je m'amuse. Je dirais même, on s'amuse. On est vraiment passionné. Et parfois, quand tu es investi à ce point, ce n'est pas toujours facile. C'est comme la vie. La vie est pleine de choses magnifiques. Tu profites de bons moments. Et si tu es investi, il y a aussi plein de moments difficiles. Il faut profiter pleinement. Récemment, il y a eu des licenciements chez Specialized. Ça a dû être hyper dur pour toi, Oh oui, pour la boîte et l'équipe. je pense que tout le monde dans l'industrie a dû licencier. Et oui, on aime profondément nos collaborateurs et on veut faire en sorte que ça marche. Oui. Quels sont les bons moments que tu as vécus récemment? Oh, tous les jours, j'ai des bons moments. Aujourd'hui, voir Demi Vollering gagner, c'était super. Je veux dire, parler avec toi de vélo et du reste, c'est excitant. Et voir les gens rouler à vélo. Les gens qui achètent des vélos et qui sont contents. C'est le meilleur feeling. Voir les gens et l'entreprise grandir. C'est ce que j'ai trouvé si intéressant lors de mes 2 jours passés ici. C'est combien les gens ont l'air de s'amuser. Même si évidemment c'est un business sérieux et qu'il y a des enjeux, il y a des familles qui comptent sur toi et sur cette entreprise. Mais l'aspect fun de l'activité, faire du vélo. Oui, absolument. C'est vrai. Et après avoir voyagé, j'avais l'habitude de rentrer à vélo depuis l'aéroport de San Francisco jusqu'ici. Le chauffeur m'amène le vélo là-bas et je rentre à la maison par des chemins. Ouais, mais c'est beaucoup de plaisir. Et puisqu'on est très investi dans ce qu'on fait, on les fait sérieusement. Comment on s'améliore? Et on aime être avec des gens qui partagent le même investissement. En ce moment, il y a une pratique qui prend beaucoup d'ampleur, c'est le gravel. Ouais, Est-ce que ça te rappelle quelque chose? ouais. Oh, tu as des vélos de gravel. En quelque sorte, les vélos de gravel, c'est comme la randonneuse d'avant, non? Il y a longtemps, c'était la randonneuse et tu mettais tout sur le vélo et tu partais. Le gravel, en quelque sorte, c'est un tarmac pour les chemins. Tu mets des gros pneus, tu pars et tu profites. Oui, oui, j'aime vraiment ça. Récemment, j'ai fait beaucoup de VTT et du gravel, parce que j'aime vraiment être plus dans la nature. J'aime ça. Tout seul. Ouais, ou avec d'autres gens. Ok. Et pourquoi est-ce que tu penses que le gravel est si populaire? Je pense que c'est un truc parce que, comme le VTT, il y a une grosse part d'aventure. Tu peux aller où tu veux. Tu peux explorer des endroits très variés, généralement en gravel. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc je pense que c'est sympa. C'est un super feeling.
J'aime quand je roule en VTT ou en gravel, ou même sur route, parce que tout ce que j'entends, c'est le son du contact du pneu sur le sol. Et le vélo roule de manière fluide, et il n'y a rien d'autre. J'adore ça. Est-ce que tu crois que c'est cette simplicité qui donne un avantage au gravel comparé au VTT qui, lui, est devenu plus complexe? Ouais, je pense que c'est différent. Et je pense qu'il y a probablement plus de gens qui font de la route, qui font du gravel que de routiers qui... Mais je connais des gens qui font de tout. Oui, c'est un truc à part. Et je pense que le truc magique du vélo, c'est que ça soigne le cerveau. Et le corps aussi. Tu peux vraiment mettre 2 ou 3 jours à redescendre après une grosse sortie, si tu en fais une longue. C'est ça, ce feeling. Et l'aspect communautaire du vélo. La communauté avec les différents amis que tu peux te faire. J'étais en Thaïlande il y a quelques jours et j'étais à Bangkok. Et j'ai vu des gens faire du vélo de route d'une façon que j'ai trouvée, on va dire, très surprenante. Ils faisaient des tours en plein milieu de la ville. Et ça m'a donné l'impression qu'il y avait une approche qui était très différente du vélo de route en Asie, comparée à la France et peut-être même aux États-Unis, où tu fais une grande sortie et tu fais une grande boucle et tu rentres et c'est bon. Et en Asie, ça a l'air vraiment très très différent. Ouais. Tu t'as vu ça? Oui. Je suis sûr que la pratique en Europe ou en France est beaucoup comme ce qu'on fait ici. Tu fais un grand tour, une grande sortie, tu prends la journée, t'embarques à manger et tu reviens. Et t'es dans la nature. Et t'es dans la nature aussi. Oui. Eh bien, en Asie, beaucoup de choses se passent en ville. Et c'est pas facile d'en sortir. Et parfois, quand tu sors en roulant, c'est magnifique. Quand tu sors en roulant, mais souvent tu ne peux pas. Et donc en Asie, parfois il peut vraiment faire chaud. Et puis il y a la circulation. Donc ce que les gens font, ils sortent à 5 heures du matin. Et quand tu vois ça, tu dis « Oh, ça c'est cool !» Un groupe sort faire du vélo pendant quelques heures, et puis en Asie, généralement, les gens ne se lèvent pas tôt. Donc tu fais ta sortie, tu peux rouler sans trop de circulation, et puis tout le monde va boire un café. Avec la montée en puissance de l'IA, qu'est-ce que tu penses, ou est-ce que tu penses que l'IA va avoir un impact sur le cyclisme et quel sera cet impact? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'à certains égards, donc j'ai un certain âge, je me souviens quand l'ordinateur arrivait, ça te donne une idée de mon âge. Les calculettes ont commencé à arriver. Et je me souviens, à la fac, le prof disait « On ne veut pas que vous utilisiez la calculette en classe. On veut que vous sachiez calculer à la main. » C'était un apprentissage. Et puis, on pense au petit téléphone qu'on a maintenant. C'est plus puissant qu'une énorme salle avec des ordinateurs de l'époque. Et on disait l'ordinateur va te prendre ton boulot. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a changé les choses? Oui. Et je pense que l'IA fera pareil. C'est un outil.
Et je crois que c'est pas non plus tout de suite que l'IA va remplacer le plaisir qu'on a quand on fait du vélo. Je ne sais pas comment. Ou peut-être qu'on aura des casques Apple Vision et que on voudra même plus aller rouler. Mais c'est pas tout à fait pareil. Non, mais je pense que tout ça enrichit et ça peut améliorer. C'est un outil qui peut améliorer les choses. Est-ce que tu crois que ça peut améliorer l'expérience de rouler ? Par exemple, on a parlé avec des ingénieurs en suspension qui disaient que l'IA pourrait changer les réglages de suspension en VTT en une fraction de seconde pour offrir une meilleure expérience de pilotage sans même avoir à y penser. Oui, je pense que c'est probablement vrai, comme l'électronique et comme le téléphone. Ça fait plein de trucs. Et un iPhone fait plein de trucs. Et on ne sait pas comment ça marche. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que ça marche. Et c'est la seule chose qu'on aime. J'ai le sentiment que tu as accompli tellement de choses qui te rendent heureux et te gardent heureux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir dans les prochaines années ? Je dirais qu'on est toujours déterminé à trouver quel est le prochain truc, comment on fait mieux. C'est toujours un gros facteur. C'est vraiment important. Je voudrais vraiment que ce dont on a parlé, le TDAH et Outride, ce serait vraiment fabuleux si cette connaissance pouvait être accessible au monde, à ton voisin. Et ce n'est pas à propos de Specialized, mais si les gens savaient, on dirait « Oh, c'est super !» Ça serait incroyable. Je dirais que c'est ça. Que je pense que ce serait pour le bien commun, qui pourrait être vraiment gratifiant. Pourquoi ? Juste parce que je sens vraiment que dans le monde, on est trop médicalisé. Trop médicalisé. Et les médicaments, c'est bien, mais ça peut être comme « Oh, tu te sens pas bien ? Prends ce truc. Tu te sens un peu comme ça ? » Et c'est comme dans la vie, on est censé ressentir ces choses. Tu te sens triste parce qu'il s'est passé quelque chose et tu aimes cette personne. C'est normal. Comment on fait ? Je crois vraiment que dans 5, 6, 7 ans, on va regarder en arrière et dire « Ouah, on surmédiquait nos enfants. À quoi on pensait ?» Je pense que ça serait aussi grave que de regarder en arrière et dire « Pourquoi on fumait ?» Parce que les effets sont connus. C'est ce que je crois. Mais ça serait un gros objectif. Quand j'entends ce que tu dis, ça me rappelle le fait que j'ai parlé avec Robert Egger un peu plus tôt. J'ai l'impression que tu te préoccupes beaucoup des gens et de leur santé. J'ai aussi parlé à Mike, qui est chez toi, et il m'a dit que tu avais été très présent quand il avait été malade, que tu t'étais occupé de lui. Et aussi, pareil pour les enfants et les gens. Ça me rappelle le fait que j'ai eu l'expérience d'être diagnostiqué avec le TDAH et d'être médicalisé. Et ça a vraiment changé ma vie pour le meilleur. Maintenant, je me sens capable d'accomplir des choses, ou je me sens capable d'accomplir des choses dont je m'étais jamais senti capable. Et peut-être que ma vie aurait pu être meilleure, peut-être pas. Peut-être que je suis juste au bon endroit, au bon moment avec toi aujourd'hui. Et c'est la meilleure chose d'ailleurs que j'ai jamais faite. Mais je pense que certaines vies pourraient être transformées en mieux en étant diagnostiquées
pour le TDAH et peut-être médicalisé et avoir enfin des solutions. Donc qui pourraient, on va dire, combattre le TDAH ou au moins apprendre à le gérer. Qu'est-ce que Oui. tu penses de ça? Absolument. Absolument. Et aussi, certains de ces trucs comme le TDAH peuvent être un super pouvoir. Non? Et avec le TDAH, ils disent que les enfants ne peuvent pas se concentrer. Mais je dirais qu'ils le peuvent, et probablement comme toi avec le TDAH, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu peux aller très loin, très 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 loin. Une obsession incroyable. Et s'il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas, oublie-le. C'est comme ça pour moi. Il y a un truc auquel je tiens, je peux vraiment être obsédé et jamais être fatigué. Et s'il y a un truc qui ne m'intéresse pas, eh bien je ne peux pas avoir la discipline de le faire. Je pense que je suis très très concentré en ce moment. Oui, donc c'est un super pouvoir. Si tu devais relancer Specialized en 74 et relancer la marque, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est une bonne question. Je ne ferais probablement rien de différent. Mais je prendrais de la sagesse d'aujourd'hui et je réfléchirais un peu plus. Mais à l'époque, j'étais juste intuitif et j'aimais avancer quelle que soit la situation. Tu vois? C'est comme dans le sport. Voilà le ballon, vas-y. Et je réfléchirai probablement plus. Je n'ai pas vraiment de gros regrets à ce niveau. Ouais, parce que ça a l'air d'avoir plutôt bien marché. Ouais. Et si ça ne marche pas, on recommence. Et si tu devais remonter une marque aujourd'hui, comment tu ferais? C'est une bonne question. Comment je la lancerai aujourd'hui? Je pense que je ferais pareil. Tu sais ce qui est intéressant? C'est quoi qu'il arrive, on ne change jamais vraiment. On refait toujours un peu pareil. Mais je pense probablement aux différentes choses que j'ai faites et je serai probablement plus réfléchi. Je ferai une pause parce que j'ai le TDAH, j'ai tendance à sauter. Je fais pareil. Oui. Où est-ce que tu vois Specialized dans 50 ans? Bien, je pense qu'une des choses auxquelles je pense lorsque j'imagine Specialized dans le futur, c'est vraiment de continuer à être une entreprise mondiale. Est-ce qu'on est une entreprise californienne? Une entreprise européenne? Et la réponse, c'est oui. On est une entreprise mondiale. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai apprécié, les différents collaborateurs autour du monde. Qu'est-ce qui rend ça si important? Je pense que ce qui rend ça important, c'est les différentes perspectives. C'est ce que j'aimais quand j'ai lancé cette entreprise. J'admirais vraiment comment les choses étaient faites en Europe et comment le vélo n'était pas juste un business. C'était une façon de vivre et une culture. Et j'aimais beaucoup ça. Ça fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, peu importe si je gagne de l'argent ou pas, c'est ce que je veux faire.
Est-ce que tu penses que le vélo, c'est comme le skate et le surf, c'est quelque chose de culturel, Comme le surf? et le skate? Je crois, oui. Je pense qu'il y a un élément culturel et un élément lifestyle. Et je pense que le vélo, c'est ça. Les gens adoptent le mode de vie du vélo. Si tu avais un futur invité que tu aimerais entendre dans un prochain épisode d'En roue libre, ça serait qui? Eh bien, une des personnes que j'ai rencontrées quelquefois et qui m'a fasciné, inspiré, je dirais Robin Williams. Robin Williams. Oui, c'est un mec qui avait une énergie indescriptible. Et il était si talentueux et si personnel. Quand il te rencontrait et te regardait dans les yeux, tu te sentais comme si tu le connaissais depuis toujours et que tu étais la seule personne au monde. Il y avait une magie qu'il avait et qu'il apportait au monde. Quelqu'un que je pourrais rencontrer? Ou quelqu'un que tu pourrais rencontrer. Oui, peut-être quelqu'un que je pourrais avoir comme invité dans le podcast. Vivant. Vivant. Oui. Et accessible, pas Arnold Schwarzenegger par exemple. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que vous lui préparez un vélo un peu spécial. Bon, ceci dit, peut-être que je peux faire un objectif, mais on va dire quelqu'un qui pourrait être accessible pour moi et que je pourrais avoir comme invité dans le podcast. Une vraie suggestion? Oui, quelqu'un de faisable. Réaliste. Je vais réfléchir. Oui, j'aime bien Arnold à sa façon. Je ne suis pas toujours fan de stars de cinéma, mais pour certains d'entre eux, je le suis parce que, à cause de ce à quoi ils croient et apportent au monde, comme Clint Eastwood, bien qu'il soit très âgé, quel personnage, ou Harrison Ford, ou même des gens plus jeunes. Attends, laisse-moi réfléchir une minute. Oh, ça serait... Tu veux dire une vraie personne? Une vraie personne, ouais, que je pourrais avoir juste comme toi, comme invité, et ça pourrait... Enfin, peut-être que tu pourrais me là ou le présenter. Et ils pourraient parler de leur vie, pas lié à Specialized. Non, pas Specialized, mais disons le vélo. Au vélo. Peter Sagan est incroyable. C'est une vraie personne. Une vraie personne. Une personne merveilleuse. Je crois que tu as parlé à Ned Overend. Non, j'ai pas parlé à Ned. Je suis allé au musée à Fairfax et j'ai parlé à Jackie Ferrand et aussi à Otis, mais pas encore à Ned. Tu vois, je pense que Ned est vraiment incroyable. Toujours fou du vélo, et il a une belle histoire. Peter Sagan, quel type merveilleux. Ouais. Et je peux te le présenter si tu veux après. Oh, j'adorerais. D'ailleurs, on est dans la salle Peter Sagan. On y est. On y est, oui. Quel type incroyable. Et tellement bon. Tellement humble. Oui. Parle-nous un peu de cette salle d'ailleurs, parce que certaines personnes écoutent ce podcast en ce moment, Oui. donc pas nécessairement avec l'image. Donc pour les gens, et puis même ceux qui regardent, parle-nous de cette salle. Oui. Bon. Tu sais, chez Specialized, on célèbre nos athlètes, particulièrement ceux qui ont accompli de grandes choses, et clairement Peter Sagan. On a fait cette salle, la salle verte, pour le maillot vert qu'il a obtenu 7 fois.
Et probablement, s'il n'avait pas eu quelques autres trucs, comme une chute une fois, il aurait peut-être pu en avoir 9. C'est incroyable. Et donc cette salle, c'est pour vraiment le célébrer. Le célébrer avec ses vélos autour de lui. Et certains le savent peut-être, mais il a remporté le championnat du monde junior de VTT sur un Specialized. Et donc, on est très fiers de lui. Il apporte juste un certain esprit. C'est comme on dit un peu de « je me fous de ce que vous pensez de moi ». Et c'est pas à propos de lui. Il est vraiment très polarisant comme garçon. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager pour clôturer cet échange? Bien, je dirais que pour moi, je me sens vraiment privilégié de travailler dans le vélo ou quelque chose que j'aime vraiment. Petite note juste avant la fin de cet épisode. Si vous avez vu Mike se boucher les oreilles, rassurez-vous, c'est pas parce qu'il voulait plus m'entendre, c'est parce que l'alarme à incendie a choisi ce moment bien précis pour se déclencher. On a donc dû évacuer le bâtiment, comme tous les employés du siège de Specialized à Morgan Hill. Fausse alerte, tout va bien, sauf que en revenant pour s'asseoir, la caméra qui était pointée sur moi a préféré faire le point sur le visage de Peter Sagan juste derrière moi, plutôt que sur le mien. Résultat, vous allez donc me voir flou pendant les 5 dernières minutes de l'épisode. Mike, lui, reste parfaitement net. Après tout, c'est bien pour lui que vous êtes là. Mais quand même, désolé pour la gêne et bonne fin d'épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, l'un de mes rêves, c'est que les gens réalisent les bénéfices du vélo pour la jeunesse, pour que les enfants ne soient pas stressés ou avec le TDAH, et aussi pour que les personnes plus âgées, pour qu'ils pratiquent eux-mêmes, pour être en bonne santé et avoir une longue vie. Je pense que ça ferait une grosse différence. Et peut-être même que le monde pourrait être plus calme et plus bienveillant. Tu sais, je pense que vraiment à la fin, les gens qu'on aime et auxquels on tient, c'est tout ce qui compte. Comme quelqu'un est en train de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Parfois ils disent « Je suis désolé et je t'aime » ou « Je t'aime et je suis désolé ». Désolé pour tout ce que j'aurais pu faire et qui aurait pu être mieux. Juste pour se faire pardonner. Mais je pense que le vélo apporte ça pour les gens. C'est ce que je souhaite vraiment. Un mot pour la fin? Bien, je dirais que pour moi, je me sens vraiment chanceux de faire ce que j'aime et de travailler avec les gens avec qui je travaille autour du monde pour être assis face à toi, à parler de vélo et en partageant cette passion. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? C'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Et je pense que plus on vieillit, plus on peut être reconnaissant pour certaines choses, on peut apprécier plus. Et même quand des choses tristes arrivent, eh bien ça fait partie de la vie. Tu descends une colline et tu remontes une colline et c'est beau. Et donc, à mon tour. Merci. Merci Mike. Merci pour tout ce que tu as fait, parce que ça a eu un impact direct ou indirect sur ma vie, sur ma passion et tout ce que j'aime. Et le truc que j'aime le plus,
c'est le vélo, le VTT. Et ce que tu as fait, ça a clairement eu un impact sur ma vie. Et j'aurais aimé connaître Outride un petit peu plus tôt, mais bon, il n'est jamais trop tard. Et comme j'ai dit, le fait d'être assis ici avec toi, avoir cette conversation avec toi, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait de ma vie jusqu'à maintenant. Wow, merci. Et ça t'a rendu ça vraiment fun. Tu l'as rendu fun et faisons-en plus. Et la prochaine fois que tu viens, si tu as un peu de temps, j'ai une maison sur les collines et tu pourras y venir, y passer un moment pour aller rouler autour de la maison. Merci. C'est juste à côté. Donc, merci. Et après avoir parlé de moi, je pense que globalement, ce que tu as apporté, disons, au monde, parce que tu as eu un impact énorme sur tellement de vies, de gens, en plus de moi. Et je souhaite qu'il y ait plus de Mike Signiard dans le monde pour aider à le rendre un peu meilleur. Mais bon, je pense qu'on devra se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça sera suffisant. Eh bien, il y en a. Et il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et on a la chance d'avoir tellement de ces gens chez Specialized qui sont parfois, et c'est gênant comme on me dit, « Oh Mike, tu as fait tellement !» Mais tu t'entoures de bonnes personnes aussi, ça rend les choses encore meilleures. Bien sûr. Ouais. Merci. Merci. Merci Mike. Et j'aimerais aussi remercier Robert Egger, Todd Canatelli et aussi Rob Roscope qui ont rendu ça possible. Je suis extrêmement reconnaissant pour l'aide qu'ils m'ont apportée et pour avoir challengé ton agenda très occupé et ton planning pour rendre cet enregistrement possible aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi si vous voulez plus de conversations comme celle-ci. Mike, merci beaucoup. Merci. Merci.